Bonjour à toutes et à tous, il est 13h. Bienvenue à tous dans ce journal. Dans l'actualité, les transports, bien évidemment, les conducteurs de deux roues ont jusqu'au 25 mai pour se conformer aux règles en termes de papier. Le délai d'immatriculation gratuite est prorogé ainsi par le ministère des Transports terrestres. Une décision que les usagers ont accueilli favorablement leurs avis dans ce journal. Et nous prendrons également la direction de la banlieue dakaroise où les commerçants crient au scandale après le marché mercredi d'Amtoa à Kermassar. C'est au tour du marché dimanche à Pékin-Nikotaf d'être interdit. Ils disent souffrir le martyre. Et pour finir, en sport, l'opération Remontada a débuté pour le Sénégal qui se hisse à la deuxième place de ce groupe après son succès. Hier soir, 2-0 devant le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les différentes réactions en zone mixte à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Dans un court instant, le développement. Merci de nous choisir pour vous informer. Mais en bref, pour démarrer d'abord avec Ardoning qui a été condamné ce mercredi à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le jeune opposant a été reconnu coupable de propos contraires aux bonnes mœurs et le parquet avec requis 6 mois de prison dont 3 mois fermes. Mais le tribunal a finalement prononcé une peine plus lourde avec sursis assorti d'une amende de 200 000 francs CFA. Ardoning retrouve ainsi la liberté après une dizaine de jours passés en détention. Son arrestation faisait suite, je le rappelle, à une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il interpellait le procureur de la République en des termes jugés irrespectueux. Il reprochait au ministère public de ne pas avoir ouvert une enquête contre le journaliste Papa Sansek qui aurait, selon lui, tenu des propos similaires à ceux qui lui sont reprochés. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonce dans les titres en transport pour bien sûr partir. L'immatriculation gratuite des véhicules à 2 roues est prorogée par le ministère des Transports terrestres, ceci jusqu'au 25 mai prochain. Passé ce délai, des mesures fortes seront prises pour empêcher les motos sans papier de circuler. Le compte rendu est signé Bakary Sissé. Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et aérien proroge de 2 mois l'immatriculation gratuite des véhicules de 2 roues jusqu'au 25 mai. Le Premier ministre a accepté de proroger le délai en augmentant 2 mois supplémentaires soit au 25 mai 2025 pour continuer dans la même dynamique. Les conducteurs de 2 roues apprécient favorablement la prorogation de cette immatriculation. Donc, ils nous donnent la nouvelle en nous disant qu'ils vont prolonger de 2 mois, donc c'est une excellente nouvelle. Mais moi aussi, je les appelle à un allègement léger, surtout concernant les actes de vente. Parce que la plupart des jeunes ou des conducteurs de moto soulignent ce problème de certificat de vente. Parce que la plupart des gens qui revendent le moto, en général, ils sont décédés ou bien ils ont voyagé. Je pense que c'est un problème qu'il faut carrément souligner. Et eux aussi, à leur tour, comme le ministre l'a bien souligné, ils vont essayer de voir comment faire des allègements. Parce que aussi, on n'encourage pas le vol aussi. Mais ils doivent prendre des mesures, essayer de vérifier l'authenticité des 2 roues, l'authenticité donc du détenteur de moto. Au-delà du 25 mai, ce sera zéro tolérance et les motos des 2 roues sans papier seront traquées. Merci Bakary Sissé. Il faut donc noter que les résultats obtenus sont jugés très satisfaisants par le ministre Yankhoba Diémé. Il faut prendre 109 631 dossiers qui sont enregistrés pour 88 751 validés et 13 223 qui ont été rejetés suivant son poids. Nous avons l'immatriculation des 2 roues qui a été mise en place depuis le 13 décembre 2024. Du 13 décembre 2024 au 13 mars 2025. Les résultats obtenus sont très encourageants, pour ne pas dire au-delà de nos attentes. 109 631 dossiers ont été enrôlés par les services des mines
par les services dédiés à l'enrôlement, dont 88 751 dossiers validés. C'est la première cause de rejet, avec 13 223 dossiers rejetés. À présent, le rapport final du diagnostic de la fonction publique locale qui a été présenté au ministre des collectivités territoriales en présence des partenaires. Les résultats ont relevé plusieurs dysfonctionnements qui plombent le bon fonctionnement de la fonction publique locale. Djibril Diallo nous fait le point. C'est le résultat d'un processus entamé il y a 2 ans. Ce diagnostic de la fonction publique locale, lancé en 2023, permettra aux décideurs d'avoir une lecture des problèmes qui gangrènent les collectivités territoriales et de prendre des mesures idoines pour les résoudre et offrir aux Sénégalais un service public local de qualité. Il nous permet, à partir de maintenant, de pouvoir définir une feuille de route, de lancer les grandes concertations et de pouvoir mettre les résultats de nos travaux dans la préparation de la grande réforme que nous préparons, qui est l'acte 4 de la décentralisation. Les résultats du diagnostic ont décelé plusieurs dysfonctionnements, allant de la formation des agents jusqu'à leur salaire, en passant par leur effectif et leur répartition. Ils peuvent s'attendre à des lendemains meilleurs. Nous leur avons donné les éléments de diagnostic, éléments qui ont été repris aujourd'hui avec beaucoup plus de précision d'ailleurs. 18 000 agents recrutés, seulement 8% de fonctionnaires, un taux d'administration très faible. L'intersyndicale des travailleurs salue la prise en compte de leurs revendications dans le rapport et garde espoir quant à l'application des mesures qui seront prises. En suivant le ministre, il y a des lueurs d'espoir quand même qui ont été permis parce que nous avons toujours estimé que nous sommes des partenaires sociaux et justement notre rôle, c'est justement de créer les conditions d'un climat social apaisé au niveau justement des collectivités territoriales. Pour atteindre les objectifs visés, le rapport recommande l'amélioration du statut de la fonction publique locale et l'amélioration des conditions de gestion des ressources humaines et la mise en œuvre de la stratégie de formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Direction la banlieue dakaroise à Caen, donc à la fin du calvaire des commerçants des marchés hebdomadaires de cette banlieue. C'est la grande question qu'on se pose chez les tabliers autres ambulants. Après le marché à mercredi 2, Mtoa Kermassar, c'est au tour du marché dimanche à Pékin-Nikotaf d'être interdit. Une situation qui indispose ainsi à les 2000 commerçants qui disent souffrir le martyre avec ce nouveau régime. Les voici. Nous lançons un appel. Moi, j'indexe directement le président et son premier ministre. Nous sommes des travailleurs, des nombreux et des nombreux. Nous sommes plus de 4500 personnes. On travaille dans des différentes communes. Nous arrêtons notre activité ici à Pékin, sans explication, sans notification, sans sommation. Nous demandons qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Parce que nous sommes des travailleurs du Sénégal dignes de ce nom. Le marché dimanche, on a créé des années 80. Jusqu'à présent, on est ici. Il y a des gens qui sont trop longs travaillent ici. Je demande, monsieur le maire et le préfet de Pékin, nous sommes des travailleurs, il faut nous tenir compte parce que nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous ne sommes pas des Sénégalais violents, nous sommes des travailleurs, des responsables de pères de famille. Nous avons besoin de nous aider, d'être travaillés dignement, sans difficulté. Si nous ne trouvons pas une solution, le 2, on va passer dans une vitesse supérieure. Une marche pacifique ou une manifestation pacifique. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal déplore aujourd'hui l'absence de prise en charge des travailleurs dans les entreprises. Le bureau exécutif du CSA affirme que cette situation expose ainsi les travailleurs à des accidents qui parfois causent la perte de vie. Dans un communiqué, cette fédération lance un appel à l'État et aux employeurs dans l'optique de régler la situation. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal exprime son inquiétude face à la détérioration de la prise en charge des questions de santé et de sécurité dans les lieux de travail. Cette absence de prise en charge expose les travailleurs, souvent victimes d'accidents graves, parfois mortels. À titre d'exemple, 3 ouvriers ont perdu la vie après une chute du 7e étage d'un immeuble à Dakar. 2 ouvriers du Delta SA, société sous-traitante de l'ONAS, sont morts engloutis dans le tracé du terre à Yarach.
Fort de son engagement au service du monde du travail, la CSA réitère son attachement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui de surcroît demeure un droit fondamental tel que stipulé dans la Convention de l'Organisation internationale du travail, ainsi que dans le Code du travail en vigueur au niveau national. Ainsi, la CSA exhorte l'État du Sénégal à accentuer le contrôle et la sensibilisation dans les lieux de travail. Il doit également faire appliquer dans toute sa rigueur le nouveau programme national de santé et de sécurité au travail. La CSA sollicite auprès des employeurs la mise en œuvre de mesures préventives nécessaires à l'élimination des risques de santé et de sécurité, tout en assurant une prise en charge adéquate des travailleurs victimes d'accidents de travail. Elle demande aussi aux organisations syndicales à participer davantage à la formation et à la sensibilisation des travailleurs et des employeurs sur la santé et la sécurité au travail. La Confédération appelle les travailleurs à respecter les mesures édictées en matière de santé et de sécurité au travail et à ne pas hésiter à exercer leur droit de retrait si toutefois ils constatent des manquements en la matière. Merci Matar Barry. Revenons à présent sur la journée d'hier avec la Fondation Sénélec qui a procédé à la présentation du projet de construction du centre des grands brûlés de l'hôpital principal de Dakar, un bâtiment de 6 étages avec 45 lits qui pourra assurer l'hospitalisation, la réanimation et la chirurgie plastique pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. À terme, le taux de mortalité passera ainsi de 40% à 5% au Martiam. La souveraineté sanitaire, c'est le pari de la Fondation Sénélec avec l'érection d'un centre de traitement des brûlés. À titre illustratif, le Sénégal enregistre pas moins de 25 000 cas de brûlures par an. Cet édifice de haute facture, avec une capacité de 45 lits, offre ainsi un champ d'application beaucoup plus large. En associant sur le même site réanimation, chirurgie et rééducation, je pense qu'effectivement le Sénégal est bien parti pour évoluer, aller vers les pays où le taux de mortalité hospitalière est inférieur à 5%. Ainsi, le Sénégal franchira le niveau 4 de l'ONU, où seuls l'Afrique du Sud et le Maroc figurent comme siégeants africains. Néanmoins, il faudra débourser 15 milliards de francs CFA. Dont les 7 milliards sont déjà disponibles. D'ailleurs, l'un des prétextes de cette journée d'aujourd'hui, au-delà de la présentation d'un large partage de ce projet, consistait à sensibiliser des partenaires pour recueillir leur participation au financement de ce centre. Un coût moindre comparé aux frais afférents à la cure des patients. Autre côté positif avancé par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, la prévention d'un imprévu. D'autant plus que le Sénégal est devenu un pays pétrolier. Le principe de précaution prévoit que l'absence de certitude ne doit pas nous empêcher de prendre les mesures et les actions nécessaires pour prévenir un trouble, pour prévenir un malheur, pour prévenir une action qui deviendrait irréversible. Birame Souleye Diop annonce que la pose de la première pierre se fera au courant du mois de mai. Les travaux vont durer entre 18 et 24 mois, annonce l'administrateur général de la Fondation Sénélec. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Dans quelques jours, la fin du Ramadan et l'alimentation vont encore changer avec la reprise des 3 repas par jour, ce qui pourrait entraîner des soucis de santé. Que faut-il faire alors pour bien gérer cette transition? Tentative de réponse avec Kadior Cissé qui a échangé sur la question avec le nutritionniste, le docteur Keba Tamba. Le Ramadan est certes une démarche de foi, mais le jeûne a aussi une vertu thérapeutique. Un temps favorable pour se refaire une santé, une occasion à saisir pour bien nettoyer son organisme. Donc pendant toute la journée, quand on reste en abstinence, on ne mange pas pendant 12-13 heures de temps, le corps est en train de réorganiser son fonctionnement. Le corps est en train de se nettoyer, d'orienter l'énergie vers des choses beaucoup plus utiles, beaucoup plus sensées. Et c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment la force du jeûne. C'est ça qui fait vraiment tout le pouvoir thérapeutique qu'on peut tirer. Après ce travail de nettoyage, arrivé à la coupure, il faut éviter de recharger le système n'importe comment. Donc il faudrait boire beaucoup d'eau, manger beaucoup plus d'aliments qui contiennent de l'eau aussi, comme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, par exemple des soupes, des potages, tout ça, et éviter le maximum d'aliments pauvres en eau, comme le pain, le riz, vraiment réduire ces aliments, parce que c'est ça qui va encore encrasser le système.
Le ramadan tire à sa fin et ce sera la reprise des 3 repas quotidiens pour ceux qui en ont le temps et les moyens. Toutefois, la transition doit se faire de manière progressive et modérée. Le temps que le système se reprenne, le temps que le métabolisme reprend pendant la journée pour pouvoir éventuellement retrouver son rythme normal. Sans pour autant oublier de vous dire, le corps n'est pas préparé pour 3 repas. Le corps est préparé pour 2 repas. Donc ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan, c'est ça la programmation alimentaire de l'organisme. À rappeler qu'une mauvaise alimentation peut être source de pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, entre autres. On passe à présent au sport et l'équipe nationale du Sénégal qui se hisse à la 2e place de son groupe après son succès de 2-0 hier soir face au Togo au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions de la Teranga sont désormais derrière la RDC qui a arraché un succès important face à la Mauritanie. Les différentes réactions en zone mixte. On a montré qu'on jouait chez nous, même si ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs. L'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 3 points après. Je pense que on peut toujours faire mieux. Les 3 points, on a besoin de points dans cette phase de qualification. C'est des points qui nous ont manqué lors du dernier match face au Soudan et ça nous tenait à cœur de prendre les 3 points à domicile. Forcément, il y a toujours de la pression, surtout quand on évolue à domicile. Donc ça nous tenait à cœur de faire un bon match, de prendre la victoire, de prendre les 3 points et voilà, de continuer dans cette course à la qualification. On a eu des bons temps de possession et dans les duels, on a été beaucoup plus présent. C'est ce qu'il faut faire quand on joue à domicile et quand on est le Sénégal. Donc on va garder la deuxième mi-temps comme modèle, on va s'appuyer dessus. On sait que les prochains matchs vont être capitaux, donc à nous de bien les préparer et d'être prêts pour ces échéances. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce mardi se font l'écho des critiques contre le Fonds monétaire international après les révélations sur une dette cachée par les ex-dirigeants du Sénégal. Wolf Quotidien indique que le Fonds monétaire international vient de conforter le pouvoir qui accuse l'ancien président de la République Macky Sall d'avoir falsifié les comptes publics. Dans un entretien accordé à RFI, Edouard Gamayel, qui conduit actuellement une mission du FMI, révèle qu'entre 2019 et 2024, le régime de Macky Sall a caché une dette de montant de 7 milliards de dollars, rapporte Wolf Quotidien. Selon Réumi Quotidien, avec cette dette de 7 milliards de dollars cachés par Macky, Diomaye a accordé une audience à Edouard Gamayel. Des économistes redoutent des incidents sur les projets de l'État. Son las, l'économiste Nongo Sambasila indexe le laxisme du FMI. Pour lui, le fait que le FMI n'ait pas détecté ce problème à temps réel constitue un manquement majeur à son obligation de diligence. Selon Vox Populi, après la sortie du FMI, le ministre de l'économie monte au front. Abdourahmane Sarr enjambe les faux chiffres et dégage des perspectives selon le journal. La question de la sous-estimation de nos déficits et de notre endettement est actée et maintenant derrière nous a fait savoir ce dernier. En politique, les échos à propos du déplacement des membres du FDR à Kaolack, le khalife de Medina Baye n'a pas manqué d'asséner ses vérités crues et déclare: nous prions pour que les autorités soient impartiales, mesurées et sachent comment gouverner ce pays, sont les échos. Le quotidien revient sur la loi d'amnistie interprétative qui est mise en exergue. La nouvelle mouture, titre le journal. Sur la loi interprétative toujours, l'Observateur affiche sa une, le député Amadou Ba de PASTEF. Jamais dans la loi interprétative, selon le député, on ne parle ou fait référence au FDS, ni dans l'exposé des motifs, ni dans le texte de loi. Dans l'Observateur, nous y restons. Le journal fait état d'un braquage. Les manguiers de Guéréo par 15 assaillants armés de fusils de chasse. Libération aussi fait état de ce braquage. Il s'agit du lodge Les Manguiers, les assaillants armés de fusils, de saches et de machettes. Libération reste toujours sur le braquage avec les 100 millions emportés à Wakam. La DIC intercepte le cerveau présumé. En sport, record sur le match entre le Sénégal et le Togo soldé par la victoire des Lions par 2-0. Les Lions conquérant comme promis. Hassan Diao réussit son match. Bonne lecture. Merci beaucoup, Momar Sissé. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 14h pour l'édition en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+.